Je m'appelle Manon Leroy et j'ai 32 ans. Hier soir, lors de notre déjeuner dominical en famille, j'ai enfin trouvé le courage de dire à ma famille que j'étais dans une situation désespérée. J'ai expliqué que j'étais sur le point d'être expulsé, que j'avais simplement besoin de 2000 € pour conserver mon appartement. Mon frère, Léo Dubois, a éclaté de rire, un rire bruyant et méprisant, tandis que sa femme, Chloé Martin, affichait un sourire narquois en buvant son verre de vin. Ma mère, Monique Bernard, a simplement soupiré et m'a dit d'arrêter de faire ma dramatique. Ils n'avaient aucune idée que je les mettais à l'épreuve. Et ils n'avaient aucune idée que sur mon nouveau compte bancaire privé, le solde dépassait les 45 millions d'euros. Avant de vous raconter comment ce test s'est transformé en leur pire cauchemar, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et si vous vous êtes déjà senti comme la seule personne responsable de votre famille, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Vous voudrez voir la suite. L'histoire a véritablement commencé il y a 3 semaines. L'air à l'intérieur de ma Renault Clio de 2011 était chaud et poisseux. J'étais garé sur le parking arrière du cabinet dentaire où je travaillais comme secrétaire administrative, essayant de reprendre mon souffle entre mon travail de jour et mon service du soir comme livreuse à vélo pour une application de livraison. J'ai sorti mon téléphone juste pour tuer une minute en consultant mes emails. Et c'est là que je l'ai vu. La notification de l'application de la FDJ, la Française des Jeux. Mon cœur n'a pas martelé. Il s'est simplement arrêté. J'ai cliqué. Félicitations. Vous avez gagné 88 millions €. J'ai fixé le nombre, 88 millions. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas souri. J'ai juste verrouillé l'écran, fermé les yeux et pris une longue, profonde inspiration. Le genre d'inspiration que l'on prend lorsqu'un poids immense que l'on a porté toute sa vie est soudainement, enfin, soulevé. Avant même que je puisse prendre une deuxième inspiration, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, l'écran s'est illuminé d'un SMS de ma mère, Monique. Le message disait « La voiture de Léo est en panne. J'ai besoin que tu lui envoies 200 € pour la réparation. » Alors, j'ai regardé la notification de 88 millions d'euros. Puis j'ai regardé la demande de 200 €. C'était ma famille. Mon frère Léo, 34 ans, est perpétuellement entre deux projets. Ma mère, qui le voyait comme l'enfant prodige et me considérait comme le fonds d'urgence. Une étrange froideur s'est installée en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. J'ai fixé le SMS de ma mère, le curseur clignotant, l'exigence du « maintenant ». J'ai supprimé le message. J'ai tourné la clé dans le contact. Le vieux moteur a repris vie en tout sautant. Je ne suis pas allé au siège de la FDJ. Je ne suis pas rentré chez moi pour célébrer. J'ai ouvert l'application de livraison, accepté la prochaine commande de course pour un inconnu, et j'ai conduit jusqu'à un carrefour. Mon silence fut la première arme que j'ai jamais utilisée. Une semaine plus tard, tout avait changé et rien n'avait changé. J'avais tout fait dans les règles. J'avais trouvé un avocat très compétent à la défense, pas un type dont la photo est sur un panneau publicitaire. J'avais créé une société à responsabilité limitée anonyme, comme il me l'avait conseillé. J'avais choisi le paiement en une seule fois. Après déduction de tous les impôts et taxes, le virement final avait été crédité hier, 45 400 000 €. Mon avocat, Maître Durand, m'avait serré la main. Il avait dit « Félicitations, mademoiselle Leroy. Votre vie est sur le point de changer. » Mais quand je suis rentré dans mon petit appartement, celui pour lequel je cumulais 2 emplois, ma nouvelle vie semblait très lointaine. Un courrier était glissé sous ma porte, l'avis de mon propriétaire. Les nouveaux propriétaires de l'immeuble augmentaient le loyer de 300 €, effectif le 1er du mois. Je suis resté là, tenant l'avis, l'odeur de la vieille moquette et de la cuisine de mes voisins flottant dans l'air. Cette augmentation de 300 € signifiait autrefois la panique. Cela signifiait prendre des services supplémentaires, manger des nouilles instantanées pendant une semaine, cette horrible sensation d'oppression dans ma poitrine. Maintenant, cela ne signifiait rien. Mais en le voyant, cela a ravivé autre chose. Je me suis souvenu de mes 18 ans. J'étais debout dans ma chambre d'enfant. Ma mère, Monique, était là. Elle tenait mon livret d'épargne pour mes études, celui que j'avais depuis mes 10 ans. Celui avec les 5 000 € que j'avais économisés en travaillant dans un supermarché. Sa voix était ferme.
pas méchante, mais absolue. Manon, tu dois comprendre. Léo est un homme. Il a l'opportunité de lancer son propre label de musique. C'est un investissement dans l'avenir de la famille. Je l'ai supplié. Mais maman, c'est mon argent pour l'université. J'ai eu la bourse, mais j'en ai toujours besoin pour les livres, pour la caution de la résidence universitaire. Tu es intelligente, Manon, avait-elle dit en me tapotant le bras avant de fermer le livret et de le prendre. Tu trouveras une solution. J'ai trouvé une solution. J'ai contracté des prêts étudiants. J'ai cumulé 3 emplois. Je n'ai jamais revu ces 5 000 €. Le label de musique de Léo a duré 6 mois et a produit une mixtape épouvantable. De retour au présent, j'ai regardé l'avis d'augmentation de loyer de 300 €. J'ai regardé mon téléphone avec son application bancaire affichant 45 millions d'euros. La vieille douleur, cette piqûre familière d'être le plan de secours, m'est remontée à la gorge. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de la vérité. J'ai déverrouillé mon téléphone. Je suis allé sur la conversation de groupe de la famille et j'ai commencé à taper. J'ai tapé le plus gros mensonge que j'ai jamais raconté. Un mensonge qui semblait plus vrai que tout. J'étais sur le point de mettre en place un test, et je savais déjà, au plus profond de moi, qu'ils allaient tous échouer. Le cadre du test était parfait. Le déjeuner dominical, la seule tradition sacrée de notre famille. Je suis entré dans la maison de campagne de ma mère en Normandie, et les odeurs m'ont immédiatement frappé. Un bœuf bourguignon qui mijotait, un gratin dauphinois crémeux, et l'odeur de la vinaigrette sur une salade verte. C'était l'odeur de la maison, mais j'avais toujours l'impression que c'était la maison de quelqu'un d'autre. Léo était déjà à table, tenant la cour. Sa femme, Chloé, était assise à côté de lui, faisant tourner sa bague. Chloé venait d'un milieu aisé et ne manquait jamais une occasion de nous rappeler qu'elle s'était déclassée en épousant Léo, même si elle dépensait de l'argent qu'il n'avait pas. Alors le type à l'île Maurice, disait Léo en se penchant en arrière sur sa chaise. Il nous propose 5 000 € tout compris pour toute la semaine. On parle d'une baby moon, bébé. Chloé a gloussé, posant une main sur son ventre parfaitement plat. Ce n'est que 5 000 €. Pas grand-chose. On le mérite avant l'arrivée du bébé. Ma mère, Monique, leur souriait depuis la cuisinière. C'est vrai. Mon petit enfant mérite le meilleur. C'était mon moment. Le rire, la discussion désinvolte sur 5 000 €. Je me suis éclairci la gorge. J'ai de gros problèmes. La pièce est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Cela ne faisait pas partie du script du dimanche. J'ai laissé mes mains trembler juste un peu. J'ai regardé le sol. Le cabinet a réduit mes heures. Et mon propriétaire vient d'augmenter mon loyer. Je vais être expulsé. Ils m'ont donné 48 heures. Le visage de Chloé s'est aigri, comme si elle avait senti quelque chose de mauvais. J'ai regardé directement ma mère. J'ai juste besoin de 2 000 €, juste pour garder l'appartement. Je te les rendrai, je le jure. Chaque centime. Le silence s'est étiré. Puis Léo a éclaté de rire. C'était un son fort et laid. 2 000 €? S'est-il moqué en secouant la tête. Petite sœur, tu dois apprendre à gérer ton argent. Je pensais que tu avais 2 boulots. Qu'est-il arrivé à tout cet argent des livraisons, hein? J'ai cherché du soutien dans le regard de ma mère. Son visage était un masque d'agacement. Elle ne m'a même pas regardé. Elle s'est juste retournée vers la cuisinière, attrapant le plat de bœuf. Manon, a-t-elle dit, la voix sèche. Ne viens pas ici gâcher l'ambiance avec tes problèmes d'argent. C'est dimanche. Mange. Elle a fait glisser le plat sur la table, juste devant Léo, et s'est assise comme si je n'avais pas parlé. Comme si je n'étais même pas là. J'ai attendu que Léo sorte sur la terrasse, soi-disant pour prendre l'air. La porte-fenêtre s'est refermée derrière moi avec un claquement familier. L'air humide de la soirée était lourd, contrastant avec la chaleur bruyante et lumineuse de la maison. À l'intérieur, je pouvais déjà entendre le début du match de football de Ligue 1, le volume de cette nouvelle télévision déjà trop fort. Léo était appuyé contre la balustrade, le dos tourné, consultant son téléphone.
Il vérifiait probablement ses pronostics sportifs. Il était toujours occupé par quelque chose qui ne produisait rien. Léo. Ma voix semblait faible, même à mes propres oreilles. C'était la voix de l'ancienne Manon, celle qui était sur le point d'être expulsée. Il s'est retourné, le visage déjà plissé par l'agacement. Quoi, Manon? J'essaie de me détendre là. Tu as vraiment plombé l'ambiance. C'était la partie la plus difficile. Pas de gagner l'argent, mais ça, devoir supplier, même pour la comédie. Mais je devais aller jusqu'au bout. Je devais savoir. J'ai enroulé mes bras autour de moi. Je suis sérieuse, Léo. Je ne plaisante pas. J'ai peur. J'ai juste besoin de 2000 € pour stopper l'expulsion. Je te rembourserai, je le jure. Le mois prochain, dès que je recevrai mes paies. Il a laissé échapper ce rire sec et bref qu'il me réservait toujours. Celui qui disait, tu es tellement stupide. 2000 balles, s'est-il moqué en secouant la tête alors qu'il se redressait. Sérieusement, Manon, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Il a bombé le torse, le tapotant du doigt. Les priorités. Tu dois avoir des priorités. Il s'est penché comme pour partager un grand secret. Chloé est enceinte. Il a dit le mot « enceinte » comme si c'était une annonce royale, une carte de sortie de prison à vie. Je vais être père. Un père, Manon. Je dois économiser mon argent pour mon enfant, pour ma famille. Je ne peux pas te dépanner à chaque fois que tu fais une bêtise. Tu dois arrêter d'être aussi irresponsable. Irresponsable. C'était le mot. Il a atterri comme une allumette sur de l'essence. Avant que je puisse formuler une réponse, la porte-fenêtre a de nouveau grincé. Cette fois, c'était Chloé. Elle s'est glissée sur la terrasse sombre, enlaçant le bras de Léo, sa peau claire brillant presque dans la faible lumière jaune du porche. Elle m'a jeté ce regard lent et apitoyé. Celui qui me transperçait. Celui qui disait, pauvre petite chose pathétique. Manon, ma chérie, a-t-elle roucoulé, sa voix dégoulinant de cette fausse douceur sirupeuse. Écoute ton frère. Il a de vraies priorités maintenant. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon polo de travail et mes vieilles baskets. Peut-être que tu devrais juste envisager tes options. Je suis sûr que maman te laisserait t'emménager au sous-sol. Il n'est pas si humide que ça. Ou, tu sais, a-t-elle fait une pause, se tapotant le menton. Peut-être qu'il est temps que tu trouves un petit ami avec un meilleur travail. Quelqu'un qui puisse prendre soin de toi. Arrête juste d'embêter mon mari avec tes problèmes. Mes mains, cachées dans l'obscurité, se sont serrées en poing. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. L'humiliation était si brûlante qu'elle ressemblait à de l'acide me remontant à la gorge. Je sentais le secret des 45 millions d'euros me brûler l'esprit. Irresponsable. Ma voix était basse. Elle ne tremblait pas cette fois. Ils m'ont tous les deux regardé, surpris par le changement soudain de ton. Tu veux parler d'irresponsabilité, Léo? J'ai fait un pas en avant, dans la lumière. J'ai payé ta facture d'assurance auto pour les 3 derniers mois. 486 €. L'argent que j'économisais pour ma facture d'électricité. Je l'ai payé pour qu'ils ne saisissent pas cette stupide grosse berline noire que tu ne peux pas te permettre. Le sourire narquois de Léo s'est effacé. C'était temporaire. Je n'ai pas fini, ai-je dit, le coupant. La rage était froide et claire. Tu veux parler de priorité? Le mois dernier, Léo, j'ai vidé tout mon compte d'épargne. Les derniers 1500 € que j'avais, l'argent que j'économisais pour de nouveaux pneus afin que ma voiture passe le contrôle technique. J'ai regardé par-delà lui, à travers la fenêtre du salon, la lueur bleue vive de la nouvelle télévision sur le mur. Je l'ai vidé pour rembourser la carte de crédit Darty de maman. La carte de crédit que tu as utilisée jusqu'à la limite pour acheter cette télévision de 178 cm devant laquelle vous êtes tous en train de regarder le match en ce moment. Il y a eu un éclair de panique satisfaisant dans les yeux de Chloé. Elle savait que c'était vrai. Léo m'a juste regardé, le visage durci. Il était piégé. Il n'avait aucun fait, aucune défense. Alors, il a fait ce qu'il fait toujours. Il a changé les règles.
Il a haussé les épaules, un mouvement lent et délibéré. Il a attiré Chloé plus près de lui, comme un bouclier. Ça s'appelle la famille, Manon. Sa voix était de nouveau froide, dédaigneuse. C'est ce que tu es censé faire. Tu es la sœur. Tu es censé veiller sur nous. C'est ton travail. Il m'a tourné complètement le dos. Maintenant, je suis occupé. J'ai un bébé en route, et cette heure du soir est mauvais pour Chloé. Lui et Chloé ont ouvert la porte-fenêtre. La lumière vive et le son de la foule acclamant à la télévision ont inondé la terrasse pendant une seconde, puis la porte s'est refermée. Et le petit clic de la serrure s'enclenchant, me laissant seul dans le noir. Je suis resté là, le cœur battant, non pas de tristesse, mais de quelque chose de nouveau, quelque chose de froid, de clair et de très, très patient. Le test n'était pas terminé. Mais j'avais ma première réponse, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai quitté la terrasse, la porte se refermant derrière moi, le son du rejet de Léo résonnant à mes oreilles. Le rire provenant du salon était comme un coup physique. J'ai traversé le couloir étroit en direction de la cuisine. Je savais que ma mère serait là. La cuisine était chaude et sentait le sucre cuit et les épices salées. Ma mère, Monique, était au comptoir, le dos tourné. Elle raclait les restes de gratin dauphinois du lourd plat en verre dans une grande boîte en plastique. À côté, une autre boîte était déjà remplie de morceaux de bœuf. Elle emballait les meilleures parties. Je savais sans avoir à demander que cette nourriture n'était pas pour elle. C'était pour Léo et Chloé. C'était toujours pour Léo et Chloé. Maman. Elle ne s'est pas retournée. Elle a juste soupiré, un son long et fatigué. Qu'est-ce qu'il y a, Manon? Tu ne vois pas que je suis occupé à nettoyer? Maman, j'ai vraiment besoin d'aide. Ma voix s'est brisée. L'humiliation était une chose physique, amère et brûlante. Je ne fais pas ma dramatique. Je ne t'ai jamais rien demandé de tel avant, jamais. Elle a arrêté de racler. Elle a posé la cuillère avec un claquement sec sur le comptoir en granit. Elle s'est retournée, s'essuyant les mains sur son tablier. Son visage n'était pas doux. Il n'était pas inquiet. Il était juste fatigué, agacé. Tu es toujours en train de faire ta dramatique, Manon, a-t-elle dit, la voix plate. Depuis que tu es toute petite, toujours une crise après l'autre. Ce n'est pas une crise, maman. C'est réel. 2000 €. Elle m'a coupé, levant une main. Où veux-tu que je trouve 2000 €? Est-ce que j'ai l'air d'avoir de l'argent qui pousse sur les arbres? Je suis à la retraite, Manon. L'argent de ma retraite, c'est l'argent de ma retraite. Elle s'est retournée vers les boîtes, fermant le couvercle en plastique du gratin. Elle a prononcé les mots suivants au reste, pas à moi. Cet argent doit durer. Je dois penser à Léo. Il va avoir un bébé. Ils fondent une famille. Elle m'a finalement regardé, ses yeux me balayant de mes vieilles baskets à mon visage fatigué. Et toi, 32 ans, vivant toujours dans ce minuscule appartement. Pas de mari, pas d'enfant, juste 2 boulots qui ne peuvent même pas payer ton loyer. Chaque mot était une fléchette parfaitement visée. Chaque mot était conçu pour me rappeler ma place. L'échec, la déception, celle qui ne lui avait pas donné de petit enfant. Une seule larme chaude a jailli et est tombée, glissant sur ma joue. Je l'ai essuyée, en colère contre ma propre faiblesse. Mais je suis ta fille aussi. C'est sorti comme un murmure. Je ne savais même pas si elle l'avait entendu, mais elle l'a fait. Elle a arrêté ce qu'elle faisait. Elle s'est tournée pour me faire face complètement. Son expression était dure, les rides autour de sa bouche serrées. Alors, agis comme telle, a-t-elle dit, sa voix devenant sèche et froide. Agis comme une fille et gère tes propres affaires. Une femme adulte ne vient pas pleurer chez sa mère pour de l'argent de loyer. Tu résous tes propres problèmes. Tu n'amènes pas tes ennuis ici pour les déposer à mes pieds. J'ai assez de soucis avec ton frère. Elle avait pris sa décision, tout simplement. Le marteau était tombé. Je n'étais pas son problème. J'étais juste un problème. Je suis resté là, figé. Je ne pouvais plus respirer. C'était ça. C'était la réponse. Le clou final.
Le test était terminé. J'avais échoué. Ou plutôt, ils avaient échoué. Je me suis tourné pour partir. Je n'avais plus rien à dire. Ma gorge était nouée. Oh, et avant que tu partes, a-t-elle dit alors que j'atteignais le seuil de la cuisine. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas la regarder. En parlant d'argent, a-t-elle dit, sa voix de nouveau désinvolte, comme si elle ne venait pas de me briser. Il y a cette affaire avec la vieille maison de mamie Alix à Bordeaux. Je me suis crispé. La maison de mamie Alix. La maison de ma grand-mère. Le seul endroit où je me sois jamais senti en sécurité. La seule chose qu'elle avait laissée pour nous tous. Quoi à ce sujet? Ai-je demandé, la voix creuse. La taxe foncière vient d'arriver, a-t-elle dit en frottant le plat. 3000 €. Elle est là, à pourrir. Personne n'y a vécu depuis des années. C'est un gaspillage. Je l'ai entendu fermer le robinet. Alors, ton frère et moi, on en a discuté. On a décidé de la vendre. Mon sang s'est glacé. La vendre? Oui, la vendre, a-t-elle dit, impatiente. Léo connaît quelqu'un, un investisseur. Il peut faire ça rapidement. On doit juste payer ses impôts d'abord, puis on pourra s'en débarrasser. On pourrait tous utiliser l'argent. Je me suis finalement retourné. On. Oui, on, a-t-elle dit. Au cas où tu aurais oublié, mamie Alix, dans toute sa sagesse, a laissé la maison à nous trois. Un tiers pour moi, un tiers pour Léo, et un tiers pour toi. Elle s'est séché les mains, ses yeux se fixant sur les miens. Et à ce moment-là, je l'ai vu. Le calcul, l'angle. Alors, a-t-elle dit, sa voix soudainement un peu plus gentille. On va avoir besoin de ta signature, Manon. Tu vas devoir signer les papiers pour la vendre. Je suis remonté dans ma voiture, la vieille Renault Clio. Le moteur a démarré avec un cliquetis fatigué familier. Je ne suis pas parti. Je suis juste resté assise là, garée dans la rue sombre devant la maison de ma mère. À travers les fenêtres fermées, je pouvais entendre le son étouffé du match de football et un éclat de rire aigu. C'était probablement Chloé. Mes mains tremblaient, non pas de peur d'être expulsé, mais d'une rage profonde et froide. Les mots de ma mère, gère tes propres affaires, et ceux de Léo, c'est ton travail, résonnaient dans ma tête. Ils avaient échoué de façon spectaculaire. Mais le test n'était pas terminé. Il y en avait d'autres. Des gens que j'avais aidés, des gens pour qui je m'étais sacrifié. J'ai sorti mon téléphone. L'écran a illuminé mon visage dans l'obscurité. J'ai fait défiler mes contacts, dépassant Léo et maman, jusqu'à trouver Léa Rousseau, ma cousine. Je me suis souvenu de Léa, il y a 2 ans, débarquant à la porte de mon appartement avec 2 valises et ses 2 jeunes enfants, les yeux bouffis. Son mari l'avait mise à la porte. Je n'ai pas hésité. Je les ai laissés vivre avec moi pendant 6 mois. 6 mois sur mon minuscule canapé. 6 mois où j'achetais des courses supplémentaires, payais des factures plus élevées, l'écoutais pleurer la nuit. Je ne lui ai jamais demandé un centime. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Elle a décroché à la 3e sonnerie, l'air essoufflé. Salut Manon, ça va? Salut Léa, ai-je dit, forçant ma voix à paraître petite, désespérée. Écoute, je suis dans une très mauvaise passe. Une très, très mauvaise passe. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Je suis sur le point d'être expulsé, Léa, ai-je dit, les faux mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Mon propriétaire me met dehors. J'ai juste besoin de 2000 € pour l'arrêter. Je te rembourserai, je le jure. La ligne est restée silencieuse un moment. Je n'entendais qu'un jeu télévisé en arrière-plan. Oh, mince alors, a finalement dit Léa, sa voix changeant. 2000. Ouf. Je ne les ai pas. Tu sais, l'appareil dentaire de Kevin vient de me coûter 800 €. Je suis fauché. J'ai fermé les yeux. Je comprends. Je ne savais juste pas qui d'autre appeler. Mais attends, a-t-elle dit, sa voix s'éclaircissant. Je connais un endroit sur la rue principale.
C'est un de ces organismes de prêts usuraires. Les intérêts sont dingues, je te parle de 400%. C'est une arnaque totale, mais si tu es vraiment désespéré à ce point, ils te donneront l'argent aujourd'hui. Elle m'offrait un piège. Elle m'offrait un chemin vers la ruine juste pour se débarrasser de moi au téléphone. Mon estomac s'est noué. Non, ai-je dit, la voix froide. Non, c'est. C'est bon, Léa. Je trouverai une solution. Merci quand même. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire un autre mot. Je suis resté assise là, le pouce planant sur le nom suivant. Oncle Philippe, le frère de ma mère. Il y a 6 mois, il m'a appelé à 2 heures du matin. Il ne pouvait plus respirer. Il a dit qu'il avait des douleurs thoraciques et qu'il avait peur. Sa femme, maintenant son ex-femme, était sortie. Je savais qu'elle était juste dans un casino. Je lui ai dit de ne pas bouger. Je suis monté dans cette même voiture et j'ai conduit 3 heures vers le sud, jusqu'à sa maison près de Saumur. Mon cœur battait la chamade tout le long du trajet. Je l'ai emmené à l'hôpital, lui ai tenu la main pendant qu'il pleurait, et suis resté avec lui aux urgences jusqu'à 12 heures plus tard, quand sa femme a finalement daigné se montrer, sentant la cigarette et le parfum. Le médecin m'a dit que si j'avais attendu ne serait-ce que 30 minutes de plus, sa crise cardiaque aurait été massive. Je lui avais sauvé la vie. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a décroché immédiatement, sa voix tonitruante. « Manon, ma nièce. Comment vas-tu, ma belle ? Oncle Philippe ? Ai-je commencé, la voix épaisse. J'ai des problèmes, oncle Philippe. Je ne demanderai pas si ce n'était pas une véritable urgence. Je lui ai raconté la même histoire. Le loyer, l'expulsion, les 2000 €. La chaleur tonitruante de sa voix a disparu. Elle a été remplacée par un ton prudent et distant. Oh, là c'est. C'est une situation difficile, ma nièce, a-t-il dit, traînant sur les mots. 2000 €, tu sais, avec l'économie actuelle, c'est vraiment serré en ce moment pour tout le monde. Vraiment, vraiment serré. Et pendant qu'il disait ces mots, je l'ai entendu en arrière-plan, sans équivoque. Le commentaire bruyant et aigu d'un commentateur sportif. Le rugissement artificiel d'une foule. Les sons numériques aigus d'un jeu vidéo. Ça venait de sa télévision. Cette grande télévision haute définition de 178 cm, celle que j'avais payée. J'aimerais pouvoir t'aider, Manon. Vraiment, a-t-il continué, sa voix pleine d'une fausse sympathie. Mais tu dois juste. Tu dois apprendre à te débrouiller seul. Tu sais, une leçon qu'on doit tous apprendre. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas dit d'accord. Je n'ai rien dit. J'ai juste appuyé sur le bouton de fin d'appel sur mon volant, le coupant en pleine phrase. J'ai laissé tomber le téléphone sur le siège passager. Et je suis juste resté assise là, dans le silence total et absolu de ma voiture. Le test était terminé. Les résultats étaient là. J'avais raison. J'étais complètement, totalement, entièrement seul. Une vague de désespoir si lourde qu'elle m'a coupé le souffle m'a submergé. Il ne s'agissait pas des 2000 €. Il ne s'agissait pas de l'appartement. Je pouvais acheter tout l'immeuble. Je pouvais acheter toute la rue. Il s'agissait de ça. De cette vérité. Le fait que pas une seule personne pour qui je m'étais jamais sacrifié ne lèverait le petit doigt pour moi. La dernière larme que je verserai jamais pour eux a glissé sur ma joue brûlante. Je l'ai essuyée, non pas avec tristesse, mais avec un nouveau dessin terrifiant et d'une clarté cristalline. Le test était terminé. Et maintenant le vrai plan pouvait commencer. J'ai conduit pendant des heures. Je n'avais pas de livraison à faire. J'ai juste conduit vers le nord sur l'autoroute, puis j'ai bifurqué sur le périphérique. Les lumières de la ville se brouillaient en traînées rouges et blanches sans signification. Mon téléphone était silencieux sur le siège passager. Le rejet de ma famille était un poids physique qui m'oppressait la poitrine, rendant ma respiration difficile. Ils avaient tous échoué. Mon frère, ma mère, ma cousine, mon oncle. La liste des gens pour qui j'avais saigné et la liste des gens qui me laisseraient saigner à mort étaient exactement les mêmes. Le désespoir que je ressentais était froid et profond. Il ne s'agissait pas des 2000 €.
Je savais que j'étais en sécurité, mais le mensonge semblait réel. L'expulsion semblait réelle. L'idée d'être sans abri, de n'avoir nulle part où aller, était la vérité de ma vie jusqu'à il y a 3 semaines, et ma famille venait de le confirmer. Je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Mes mains ont juste dirigé la voiture, la vieille mémoire musculaire prenant le dessus. Je me suis retrouvé garé dans une rue calme et faiblement éclairée d'un quartier populaire de Marseille, devant la résidence Les Acacias. C'était un vieil immeuble en briques, propre mais très usé. J'ai coupé le moteur. Je suis resté assise dans le silence. Je n'allais pas lui demander d'argent. Je ne pouvais pas. Mais j'avais juste. J'avais besoin de voir un visage aimable. J'avais besoin d'être dans une pièce qui ne semblait pas hostile. J'ai monté les 3 étages à pied. L'ascenseur était en panne depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. J'ai frappé à l'appartement 3B. La porte s'est ouverte et une odeur de gâteau sucré et beurré m'a envahi. Manon, mon enfant. Madame Janine Moreau se tenait sur le seuil. Elle avait 68 ans, mais ses yeux étaient vifs et clairs derrière ses lunettes à fine monture. Elle portait une robe de chambre et un tablier, et ses cheveux gris étaient tirés en un chignon soigné. Madame Janine avait été la meilleure amie de ma mamie Alix pendant 50 ans. Ma famille l'appelait toujours « cette vieille femme étrange ». Il la trouvait bizarre parce qu'elle vivait simplement, ne bavardait pas et disait toujours ce qu'elle pensait. « Bon. Bonsoir, Madame Janine », ai-je murmuré. « Je suis désolé de vous déranger si tard. » Elle m'a juste regardé, son regard absorbant mes yeux gonflés et le tremblement de mes mains. Elle n'a rien dit. Elle a juste ouvert la porte plus grand et s'est écartée. « Tu ne me déranges pas. Je suis juste en train d'emballer des gâteaux pour la kermesse de la paroisse. Entre donc. » Son appartement était minuscule. Un petit salon, une cuisine encore plus petite, mais il était impeccable. Des napperons recouvraient les accoudoirs du vieux canapé à imprimé floral. Des images de Jésus et de Martin Luther King Jr. étaient accrochées au mur, côte à côte, et sur la petite table de la salle à manger, il y avait des dizaines de gâteaux emballés dans du papier d'aluminium. Je me suis assise sur le canapé et les vannes se sont ouvertes. Je lui ai tout raconté, sauf la partie sur la loterie. Je ne pouvais pas. Mais je lui ai raconté le reste. La vérité, l'augmentation de loyer, l'avis d'expulsion de 48 heures, la peur. Et puis je lui ai parlé du déjeuner dominical, du rire de Léo, des suggestions cruelles de Chloé, de la froideur de ma mère, de son dos tourné. Madame Janine a juste écouté. Elle n'a pas arrêté son travail. Ses mains, usées et sombres, bougeaient régulièrement, déchirant des carrés de papier d'aluminium, emballant chaque gâteau avec soin, le plaçant dans une grande boîte en carton. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas dit « Oh, non », elle n'a pas fait ça. Elle a juste écouté. Son silence, une couverture chaude et sûre. Quand j'ai fini, ma voix était rauque, ma gorge serrée. Je ne sais tout simplement pas quoi faire, ai-je menti. Je n'ai nulle part où aller. Madame Janine a placé le dernier gâteau dans la boîte et l'a lentement fermé avec du ruban adhésif. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier. Elle m'a regardé, ses yeux sombres et sensillés. Elle n'a rien dit. Elle s'est juste levée de la table, ses articulations craquant un peu, et est passée devant moi dans le court couloir jusqu'à sa chambre. J'ai entendu un tiroir grincer. J'ai paniqué. Était-elle en colère contre moi? Pensait-elle que j'étais une idiote de me retrouver dans cette situation? Elle est revenue un instant plus tard. Elle tenait une longue enveloppe blanche. Elle était froissée, douce à force d'avoir été manipulée tant de fois. Sur le devant, de son écriture cursive tremblante, étaient écrits les mots « loyer ». Elle s'est approchée de moi et me l'a tendu. « Ce n'est pas 2000 €, a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme. C'est tout ce que j'ai en ce moment. C'est 650 €. C'est pour mon loyer du le premier du mois. Mais prends-le. » J'ai fixé l'enveloppe. J'ai fixé son visage. Je ne pouvais pas parler. « Prends-le, mon enfant », a-t-elle insisté. Ça t'achètera au moins un peu de temps. Tu peux dormir ici sur le canapé. Il est convertible. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sûr.
On peut aller à la banque alimentaire demain. Et on ira à cette paroisse mardi, celle qui aide avec les factures. On trouvera une solution, ensemble. J'ai reculé, retirant mes mains comme si l'enveloppe était en feu. Non, Madame Janine. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre votre argent de loyer. Vous en avez besoin. Vous aurez des ennuis. Je bégayais, horrifié. Cette femme de 68 ans, vivant de sa petite pension et de ce qu'elle gagnait avec les kermesses, m'offrait l'argent même dont elle avait besoin pour garder son propre toit. La chose que ma mère, avec sa maison payée, et mon frère, avec sa télévision de 178 cm, n'avaient même pas voulu discuter. Le visage de Madame Janine s'est durci, non pas de colère, mais de détermination. Elle a attrapé ma main. Sa poigne était étonnamment forte. Elle a poussé l'enveloppe dans ma paume et a refermé mes doigts dessus. « Écoute-moi bien, Manon Leroy », a-t-elle dit en se penchant près de moi. Ses yeux étaient féroces. « L'argent, ça se regagne. 1 euro, ce n'est qu'1 euro. Mais ta dignité, c'est autre chose. Ne laisse personne te l'enlever. » Elle a serré ma main plus fort. « Ta mamie Alix, elle ne t'aurait jamais laissé dormir dans la rue. Pas tant qu'il y avait un souffle dans son corps, et pas tant qu'il y en a un dans le mien. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et ces mots suivants m'ont frappé plus fort que le ticket de loterie. La famille, ce n'est pas que le sang, ma petite. La famille, c'est la main qui te relève. Pas celle qui t'enfonce. J'ai regardé l'enveloppe froissée dans ma main. 650 euros. C'était la plus grosse somme d'argent que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai craqué. Je me suis effondré contre elle. J'ai enfoui mon visage dans le coton doux de son tablier et j'ai sangloté. Je veux dire, j'ai sangloté. Ces sanglots profonds, saccadés et qui viennent d'un endroit que vous gardez sous clé. C'était la première fois que je pleurais depuis que j'avais vu la notification de 88 millions d'euros. Gagner tout cet argent. C'était un choc. C'était un soulagement, mais ce n'était pas émouvant. Ça, c'était émouvant. Cette petite femme pauvre de 68 ans qui n'avait rien m'offrait tout. Madame Janine ne m'a pas tapoté le dos. Elle ne m'a pas fait taire. Elle a juste mis ses bras forts autour de moi et m'a tenu. Elle m'a tenu comme si j'étais quelque chose de précieux, comme si je valais la peine d'être tenu. Je suis là, mon enfant, a-t-elle murmuré, sa voix rauque. Je suis là. Laisse tout sortir. J'ai pleuré pour ma mère qui me voyait comme un fardeau. J'ai pleuré pour mon frère qui me voyait comme une blague. J'ai pleuré pour les 32 dernières années de ma vie, à essayer si fort et à ne jamais être assez bien pour eux. Après un long moment, mes sanglots se sont calmés pour devenir des hoquets. Je me suis reculé. Mon visage était mouillé, ma voix épaisse et étouffée. Pourquoi? Ai-je murmuré. Pourquoi êtes-vous toujours si gentil avec moi? Il me déteste. Madame Janine m'a juste regardé, son expression douce. D'abord, il ne te déteste pas, a-t-elle dit en tirant un essuie-tout du rouleau sur son comptoir et en me le tendant. Ce sont juste des imbéciles. Et deuxièmement, je ne suis pas gentille avec toi. Je t'aime. Je t'aime parce que je te vois. Je t'ai toujours vu. Tout comme mamie Alix. J'ai essuyé mon nez et le souvenir m'a frappé si vite. C'était comme une secousse physique. Vous le pensez vraiment? Ai-je dit, ma voix s'étranglant à nouveau. Vous êtes la seule à l'avoir jamais fait. Vous souvenez-vous de mon bal de promo? Un petit sourire lent s'est étalé sur son visage. Je me souviens. Tu avais 17 ans. J'avais 17 ans, ai-je dit, le souvenir aussi clair que si c'était hier. Et je voulais une seule chose, juste une. Il y avait cette robe au centre commercial. Elle était vert foncé. Elle n'était pas sophistiquée, mais elle était magnifique. Elle coûtait 50 euros. Juste 50 euros. Je pouvais entendre la voix de ma mère, sèche et dédaigneuse, résonner dans ma tête. 50 euros pour une robe que tu ne porteras qu'une seule fois, Manon. C'est la chose la plus ridicule et la plus dispendieuse que j'ai jamais entendue. Tu n'iras pas à ce bal. C'est final.
Je n'ai pas 50 € à jeter par les fenêtres. Ma voix s'est brisée. Elle n'a pas voulu me les donner. Elle a dit que c'était du gaspillage. Je me souviens, a dit Madame Janine, sa voix calme. Mais le lendemain, ai-je dit, l'injustice de la situation me piquant encore après toutes ces années. Le jour même, j'étais dans la cuisine en train de faire mes devoirs et je l'ai entendue au téléphone avec ma tante Darlène. Elle riait. Elle était si fière. Elle disait, ma chérie, je viens de donner 200 € à Léo pour une nouvelle paire de baskets. Des baskets de marque. Il a dit que tous les garçons à l'école en avaient, et tu sais, je dois m'assurer que mon fils soit élégant. J'ai regardé Madame Janine, la trahison fraîche à nouveau. 200 € pour des baskets qu'il a usées en 6 mois, mais 50 € pour mon bal de promo, c'était du gaspillage. Alors, je suis venu ici, ai-je continué en faisant un geste autour du petit appartement chaleureux. Je suis venu ici et je me suis assise sur ce canapé et j'ai pleuré. Je vous ai dit que je n'irais pas. Que j'allais rester à la maison et juste faire semblant d'être malade. Et qu'est-ce que j'ai fait? A demandé Madame Janine, ses yeux pétillants comme si elle me soufflait une réplique dans une pièce de théâtre. Vous êtes allé dans votre chambre, ai-je dit, un petit sourire larmoyant se formant sur mon visage. Vous êtes allé dans votre placard et vous avez sorti cette vieille robe, celle que vous aviez portée au mariage de votre sœur en 1990. C'était ce velours bleu profond. Et vous avez dit, celle-ci est bien mieux que cette chose verte bon marché du centre commercial. Et vous êtes resté debout toute la nuit, ai-je murmuré en touchant sa main. Vous vous êtes assise à cette petite machine à coudre dans le coin, et vous l'avez reprise. Vous avez coupé les manches bouffantes. Vous avez ajouté ces petites perles de ce vieux sac que vous aviez. Vous l'avez ajusté à ma taille. Vous m'avez sauvé. Madame Janine a gloussé, un son bas et chaleureux. Je me souviens. Et tu ressemblais à une reine dans cette robe. Une reine absolue quand tu as descendu ces escaliers. J'ai dit, ça, c'est la petite fille d'Alix. C'est de la royauté. Elle s'est penchée en avant, son expression devenant sérieuse, sa main couvrant la mienne. Manon, écoute-moi. Ta mère, elle a un angle mort, un grand. Elle a passé toute sa vie à courir après ce garçon, à essayer de faire de lui quelque chose qu'il n'est pas. Et dans toute cette course, elle n'a pas pu voir le trésor qu'elle avait déjà juste devant elle. Elle a pointé mon torse avec son doigt. Toi. Tu as toujours été le diamant, ma petite. Solide, clair, fort jusqu'au bout. Elle a regardé au loin un instant, puis est revenue à moi. Eux. Ils sont juste aveugles. Ils n'aiment que les paillettes bon marché. Les choses qui brillent à l'extérieur mais n'ont rien à l'intérieur. Tu n'es pas une paillette. Tu es le diamant. Ne l'oublie jamais. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cette femme, c'était la famille. C'était la main qui me relevait. J'ai pris une profonde inspiration. Les dernières larmes avaient disparu. Le désespoir que je ressentais en entrant ici, il avait disparu, consumé. Et à sa place, quelque chose d'autre se formait. Quelque chose de froid, de dur et de très, très clair. De la lucidité. J'ai pris l'enveloppe blanche froissée sur mes genoux, les 650 €. Je l'ai doucement, fermement, replacée dans sa main. Je t'ai dit, a-t-elle commencé, essayant de la repousser. Non, ai-je dit. Ma voix était différente. Elle n'était pas faible. Elle ne tremblait pas. Elle était calme. Vous en avez besoin. C'est votre maison. Manon, je ne veux pas. Madame Janine, ai-je dit en refermant ses doigts sur l'enveloppe. Vous venez de me donner quelque chose qui vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Vous venez de me rappeler qui je suis. Et je crois que je sais quoi faire. Je me suis souvenu. J'ai une ressource. Quelque chose que j'avais oublié. Ça va aller. Je vous le promets. C'était un mensonge, mais c'était la chose la plus vraie que j'ai jamais dite. Ça allait aller. Je me suis levé. Je me sentais plus grande. Je ne pourrai jamais,
Jamais vous remercier pour ça, ai-je dit. Elle s'est levée avec moi. Va juste être le diamant que tu es. C'est tout le remerciement dont j'ai besoin. Je l'ai serré dans mes bras une dernière fois, fort. Je vous aime, Madame Janine. Je t'aime aussi, mon enfant. Maintenant, va, gère tes affaires. Je suis sorti de son appartement. J'ai descendu les 3 étages. Je suis remonté dans ma vieille Renault Clio qui cliquetait. Je suis resté assise là, sur le siège conducteur, sous les faibles lampadaires jaunes. J'ai regardé mon reflet dans le pare-brise sombre. Les traces de larmes séchaient déjà. La femme bouffie et désespérée qui avait frappé à la porte de Madame Janine avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un d'autre. Son visage était fermé. Ses yeux n'étaient pas tristes. Ils n'étaient pas en colère. Ils étaient déterminés. C'étaient les yeux d'une femme à qui l'on venait de donner une épée. Les mots de ma mère me sont revenus. Gère tes propres affaires. Les mots de mon frère. C'est ton travail. Les mots de Madame Janine. Va, gère tes affaires. D'accord, ai-je murmuré à la voiture vide. Je le ferai. Le test était terminé. Le désespoir avait disparu. Ce n'était plus un test. C'était un piège. J'ai pris mon téléphone, celui avec l'application bancaire à 45 millions d'euros. J'ai fait défiler mes contacts, bien après Léo, bien après maman, jusqu'à ce que je trouve le nouveau numéro que j'avais ajouté la semaine dernière, celui enregistré sous « Maître D ». J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Ça a sonné 2 fois. Une voix nette et professionnelle a répondu. Cabinet d'avocat de Maître Durand. Comment puis-je vous aider? Ma voix, quand j'ai parlé, était méconnaissable. Elle était froide. Elle était claire. C'était la voix d'une PDG, la voix d'un diamant. Bonjour, ai-je dit. Je dois parler directement à Maître Durand. C'est urgent. Puis-je demander qui est à l'appareil? Oui, ai-je dit en regardant droit devant moi la rue sombre. Je m'appelle Manon Leroy. Un instant, Mademoiselle Leroy. J'ai attendu en ligne. Je n'ai pas gigoté. Je n'ai pas respiré fort. J'ai juste attendu. Manon? Tout va bien? Sa voix était douce, inquiète. Tout va bien, Maître Durand, ai-je dit. En fait, les choses viennent de devenir très claires. Quelque chose est survenu qui nécessite votre attention immédiate. Oh oui, ai-je dit. C'est concernant une succession, une propriété qui m'a été laissée par ma grand-mère, Alix Dubois. Il semble que ma famille, ma mère et mon frère, tentent d'acquérir frauduleusement ma part. Il y a eu une pause sur la ligne. Je pouvais entendre le faible son de son clavier. Je vois, a-t-il dit, sa voix devenue purement professionnelle. Et qu'avez-vous? Qu'aviez-vous en tête? J'ai de nouveau regardé mon propre reflet et, pour la première fois, j'ai souri. Oh, ai-je dit, j'ai un plan très spécifique. Il va nécessiter votre expertise juridique créative et il sera basé sur une fondation financière très solide. Je vous écoute, Mademoiselle Leroy. Quand voulez-vous nous rencontrer? Demain matin, à la 1re heure, ai-je dit. Ils pensaient que j'avais besoin de 2000 euros. Ils sont sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. J'ai attendu. J'ai laissé passer une journée entière. Je les ai laissés m'imaginer désespérés, frigorifiés, dormant dans ma voiture. Je les ai laissés savourer leur victoire. Ma performance devait être parfaite. Je devais avoir l'air complètement, totalement vaincu. Assise dans ma voiture, garée au coin de la rue de mon appartement, j'ai pris quelques profondes inspirations, convoquant la voix de l'ancienne Manon, celle qui était petite, effrayée et sans option. Puis j'ai composé le numéro de Léo. J'ai mis le téléphone en haut-parleur pour tout entendre. Il a décroché à la 3e sonnerie. Quoi? Sa voix était agacée. Il filtrait mes appels. Léo, ai-je dit, et j'étais fier de la façon dont ma voix s'est brisée. Je l'ai rendue aiguë, mince et larmoyante, comme si j'avais pleuré pendant 24 heures. Léo, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas. Manon, je t'ai dit que je ne pouvais pas t'aider.
Non, attends. Attends, ai-je dit, forçant un sanglot dans ma gorge. Tu avais raison. Toi et maman, vous aviez raison. Je n'y arrive pas. Je n'ai nulle part où aller. Je vais le faire. Il y eut une pause. Faire quoi? Demanda-t-il, sa voix soudainement sèche, prudente. La maison, ai-je murmuré comme si j'avais honte. La maison de mamie Alix. Tu as dit que tu voulais la vendre. Je signerai les papiers. Je signerai n'importe quoi. J'ai besoin de l'argent. J'en ai besoin tout de suite. La ligne est devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre sa main étouffer le récepteur. Je l'ai entendu murmurer, elle va le faire. Elle craque. Puis j'ai entendu le rire distinct et triomphant de Chloé en arrière-plan. C'était un son aigu, c'est qu'elle est. Un instant plus tard, Léo était de retour en ligne. Sa voix s'était complètement transformée. L'agacement avait disparu. À sa place, il y avait ce ton mielleux, lisse, faussement sympathique, celui qu'il utilisait toujours quand il pensait être en position de force. Oh, Manon, petite sœur, écoute. C'est une bonne décision. Une décision intelligente. Tu vois, j'avais dit à maman que tu finirais par accepter. C'est ça, la famille. On se serre les coudes. On prend les bonnes décisions. J'ai juste besoin de l'argent, ai-je répété, laissant ma voix trembler. Et tu as de la chance, a-t-il dit, saisissant l'occasion. Je travaille déjà dessus pour nous. J'ai un ami investisseur qui est intéressé. Il achète comptant. Il est prêt à prendre la propriété en l'état. Tu sais, avec le toit qui fuit et tout ça. Il nous en donne 150 000 euros. Comptant. On peut conclure en quelques jours. 150 000 euros. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Le chiffre était une insulte. Il ne savait pas. Il ne savait pas que mon travail depuis 3 ans, mon deuxième travail secret, n'était pas seulement d'être secrétaire administrative. C'était d'être assistante juridique à distance, spécialisée en droit immobilier. Il ne savait pas que je savais exactement ce que valait la maison de mamie Alix. Ce n'était pas juste une maison en ruine. C'était dans un quartier historique de Bordeaux. Il y a 10 ans, certes, c'était un quartier difficile, mais maintenant c'était le code postal le plus en vogue de la ville. C'était à 5 minutes à pied des nouveaux quais réaménagés. Les promoteurs rasaient des pâtés de maisons entiers pour y construire des appartements de luxe à 800 000 euros. Maître Durand, mon véritable avocat, avait sorti les comparaisons le matin même. En l'état, avec le toit qui fuit et les fenêtres barricadées, cette propriété valait 700 000 euros. Facilement. Et mon frère, mon propre sang, essayait d'acheter ma part sur la base d'une évaluation de 150 000. Il essayait de voler plus d'1 demi-million d'euros à sa propre famille. J'ai laissé échapper un autre faux reniflement larmoyant. J'ai fait le calcul à voix haute, jouant le rôle de l'idiote désespéré. 150 000. Mais Léo, ça ne fait que 50 000 euros pour moi. Et, a-t-il dit, la voix un peu trop joyeuse. 50 000, c'est 50 000, petite sœur. C'est bien plus que ce que tu as en ce moment, non? Ça te sortira de ce pétrin. Te permettra de trouver un nouvel appartement, un nouveau départ. C'est une super affaire. Avant même que je puisse répondre, j'ai entendu un bruissement et la voix aiguë de Chloé est intervenue. Elle a dû lui arracher le téléphone des mains. Manon, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix comme un sirop empoisonné. Soyons réalistes. On te rend un immense service ici. C'est 150 000 euros, c'est le prix total. Oui, mais Léo a fait tout le travail. C'est lui qui a trouvé l'acheteur. C'est lui qui a parlé aux avocats. C'est lui qui va devoir payer les 3 000 euros d'arriérés d'impôt d'abord. Tu n'as rien fait. Je savais où cela menait. L'hameçon était planté. Maintenant, elle remontait la ligne. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je murmuré. Je veux dire, a-t-elle dit, sa voix devenant soudainement froide et dure,
toute la fausse douceur envolée. Léo doit être payé pour son temps, ses services, les frais juridiques, la commission d'apporteur d'affaires. Tout ça est déduit. Ta part, ce que tu toucheras, c'est 20 000 euros. 20 000 euros pour ma part de 230 000 euros. C'était si cupide, si effrontément criminel. C'était magnifique. C'était exactement ce dont j'avais besoin. 20 000. Ai-je balbutié. C'est l'offre, a-t-elle lancé sèchement. À prendre ou à laisser. On vendra nos 2/3 et on laissera ta part pourrir et être saisi par le fisc pour les impôts impayés. Alors tu n'auras rien. C'est ton choix. On essaie de t'aider, Manon. C'était le moment, le dernier tour de vis. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé le visage de Madame Janine. J'ai imaginé la robe de bal à 50 euros. J'ai imaginé les baskets de marque à 200 euros. J'ai pris une profonde inspiration tremblante. La performance de ma vie. D'accord, ai-je murmuré. Quoi? Je ne t'entends pas. Parle plus fort, a-t-elle exigé. D'accord, ai-je pleuré, laissant ma voix se briser de fausse désespérance. D'accord, oui. 20 000. Je les prends. Je signerai. J'en ai juste. J'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. S'il vous plaît. Il y eut un silence de mort, puis je l'ai entendu. Un petit rire satisfait de Chloé. Elle avait gagné. Tu vois, a-t-elle dit, ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Léo t'enverra par SMS l'heure et l'adresse pour la signature demain. C'est une étude de notaire qu'un de ses amis utilise. Ne sois pas en retard. Elle a raccroché. L'appel a pris fin. Je suis resté assise là, dans le silence total de ma voiture, fixant l'écran vide du téléphone. Un sourire lent et froid s'est étalé sur mon visage. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un chasseur qui venait de voir le loup entrer droit dans la cage. Hameçon, ai-je murmuré à mon reflet. Ligne, et plomb. Le piège était tendu. Le SMS de Léo est arrivé le lendemain matin. L'adresse n'était pas celle d'un cabinet d'avocats. Ce n'était pas une agence immobilière. C'était un bureau de notaire dans une triste zone commerciale de banlieue à moitié vide, juste à côté d'un bureau de change et d'un magasin qui vendait des perruques. Les néons à l'intérieur bourdonnaient, projetant une lumière jaune verdâtre maladive sur tout. L'air sentait le café brûlé et la moquette poussiéreuse. C'était l'endroit parfait pour faire quelque chose de louche. Ils étaient déjà là, assis sur 2 chaises en plastique taché, ressemblant à un roi et une reine tenant leur cours dans une décharge. Léo dans ses nouvelles baskets de marque et Chloé dans un survêtement rose vif, consultant son téléphone, l'air ennuyé. Un homme grand et en sueur était assis derrière une table pliante bon marché. Une plaque, notaire, était posée devant lui. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entré, a juste grogné. Manon, petite sœur, tu es venue. Léo a sursauté, son sourire large et faux, ses yeux fuyants. Il était nerveux. Bien. Chloé ne s'est pas levée. Elle a juste poussé un long soupir impatient. Bien. Finissons-en. Certains d'entre nous ont des rendez-vous. Léo a attrapé une épaisse liasse de papier sur la table et me l'a tendue, ainsi qu'un stylo bleu bon marché avec une fausse fleur collée au bout. Bon, voilà, a-t-il dit, essayant de paraître officiel. Tu signes juste ici, et sur la dernière page. Le notaire mettra son tampon, et je te donnerai l'argent. Je l'ai juste là. Il a tapoté la poche de poitrine de sa veste, qui était bombée de manière comique et évidente. 20 000 euros en liquide. L'appât. J'ai joué mon rôle. J'ai regardé la liasse de papier et j'ai écarquillé les yeux. J'ai laissé mes mains se mettre à trembler. Waouh, Léo, c'est tellement de pages, ai-je balbutié, ma voix petite et prête. Je ne comprends rien à tout ça. Est-ce que je peux le lire d'abord? Le faux sourire de Léo s'est crispé. Il était sur le point de me crier dessus, mais Chloé n'a pas pu s'en empêcher. Elle a poussé un grand soupir théâtral, assez fort pour que le notaire l'entende. Elle s'est levée,
s'est approché et a passé son bras autour de mon épaule. Ce n'était pas une étreinte. C'était un geste de contrôle total et absolu. Oh, Manon, a-t-elle roucoulé, sa voix dégoulinant de ce ton écœurant, doux et condescendant, celui qu'elle utilisait toujours quand elle était sur le point d'être particulièrement cruelle. Ma chérie, n'essaie. N'essaie pas de lire. Sérieusement, ce n'est que du charabia juridique, du jargon d'avocat, des ici après et des parties au contrat et tout ça. Tu n'y comprendrais rien. C'est juste une perte de temps pour nous. Elle m'a tapoté l'épaule, ses ongles en acrylique cliquant sur ma chemise. Ça dit juste que tu acceptes de vendre, on accepte d'acheter. C'est tout. Simple. Tu n'y comprendrais rien. C'est ce qu'elle pensait. C'est ce qu'ils avaient toujours pensé. Manon, la simple secrétaire. Manon, la livreuse. Manon, le distributeur de billets familial, trop bête pour comprendre quoi que ce soit. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que mon travail de secrétaire au cabinet dentaire n'était que mon travail de jour. Mon vrai travail, celui que je faisais à distance depuis mon ordinateur portable 3 soirs par semaine depuis 3 ans, était assistante juridique pour un grand cabinet d'avocats spécialisé en droit immobilier basé à Chicago. Je me spécialisais dans les successions contestées. J'avais lu, rédigé et analysé des contrats plus complexes que celui-ci avant le petit déjeuner. Mes yeux ont scanné la première page. Il m'a fallu 1,5 secondes pour voir la vérité. Mon sang ne s'est pas seulement glacé, il s'est transformé en glace. Elle avait raison. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment il pouvait être aussi stupidement, monstrueusement cupide. Chloé avait menti. Ce n'était pas un compromis de vente. Ce n'était pas une procuration pour qu'ils vendent la maison. Le titre, en grosses lettres capitales en haut de la page 1, était Renonciation à succession. Mes yeux ont parcouru la page, repérant les phrases clés, par la présente, renonce de manière permanente et irrévocable, et refuse d'accepter tous les droits, titres et intérêts dans la succession d'Alix Dubois. Il n'achetait pas ma part. Il me trompait pour que je l'abandonne, que j'y renonce, que je perde mon héritage de 233 000 € pour rien. Mais où étaient les 20 000 €? Je les ai trouvés. C'était un document séparé, agrafé tout à la fin, une seule page manuscrite. C'était un accord de prêt personnel. Il stipulait que Léo Dubois prêtait à moi, Manon Leroy, la somme de 20 000 € et que j'acceptais de rembourser la totalité du montant plus 20% d'intérêt dans les 12 mois. J'ai dû le lire 2 fois. Il n'achetait pas ma part pour 20 000 €. Il volait ma part gratuitement et me mettait ensuite une dette de 20 000 € envers eux. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. C'était bien mieux. Ce n'était pas juste une mauvaise affaire. Ce n'était pas juste de la manipulation. C'était une fraude criminelle. C'était une affaire gagnée d'avance. Maître Durand allait être ravi. J'ai laissé ma respiration se bloquer. J'ai laissé une fausse larme monter à mon œil. Ça a l'air. Ça a l'air vraiment compliqué, ai-je murmuré en les regardant, mon visage un masque parfait de terreur perplexe. Manon a finalement lâché Léo. Sa patience était à bout. On n'a pas le temps pour ça. Signe juste le papier. D'accord. D'accord, je vais le faire, ai-je glapi, faisant semblant d'être surprise. J'ai attrapé le stylo à fleur bon marché. Je suis juste si nerveuse. Mais mes mains tremblent. Et juste à point, j'ai fait une gaffe. Oh, ai-je haleté alors que le stylo glissait de mes doigts tremblants. Il a rebondi sur la table et a cliqueté sur le sol en linoléum sale et fissuré. Oh non, je suis tellement désolé. Je suis si stupide. Laissez-moi le ramasser. Je me suis penché, disparaissant derrière la table pliante. Et dans ce moment parfait et caché, ma main a filé dans la poche de ma veste. J'ai sorti mon téléphone. Mon pouce reposait déjà sur l'icône des mémos vocaux. J'ai appuyé dessus. J'ai appuyé sur le gros bouton rouge d'enregistrement. Le minuteur a démarré. Minuit 1, minuit 2. J'ai glissé le téléphone, écran éteint, dans la poche de ma chemise, le microphone pointant droit sur eux. Je suis remonté, le visage rouge,
tenant le stylo comme un trophée. Je l'ai. Désolé. Je suis resté là, la main planant au-dessus de la première ligne de signature, celle qui céderait mon héritage. J'ai regardé Chloé une dernière fois, jouant le rôle de la plus grande idiote du monde. D'accord, alors. Juste pour être sûr, ai-je dit, la voix larmoyante. Je signe ça et c'est pour que je reçoive les 20 000 euros pour ma part de la maison de mamie Alix, c'est bien ça? C'est bien ça. Chloé a poussé un son, un grognement d'impatience pur et sans mélange. Elle était si proche qu'elle pouvait goûter les 700 000 euros. Oui, Manon, a-t-elle crié, sa voix aiguë et blanche résonnant dans le petit bureau silencieux. Le notaire n'a même pas sourcillé. C'est exactement ça. Tu signes ce foutu papier. On te donne les 20 000 balles pour la maison. Maintenant signe. On a une réservation pour déjeuner à la Défense. D'accord, ai-je murmuré. D'accord. J'ai baissé les yeux vers la ligne de signature. Un petit sourire secret et minuscule a touché mes lèvres. Un sourire qu'il ne pouvait pas voir. Ma main, qui tremblait si fort il y a une seconde, était maintenant parfaitement, magnifiquement stable. D'accord, ai-je répété, ma voix pleine d'un faux soulagement brisé. Je signe. Et le stylo a glissé sur le papier. Le lendemain matin, je n'étais pas dans une zone commerciale. J'étais au 40e étage du plus haut et du plus brillant gratte-ciel de la Défense, le cœur de la haute bourgeoisie et de la nouvelle fortune de Paris. Le bureau de Maître Durand était un monde de pouvoir silencieux et coûteux. Les tapis étaient épais. L'art sur les murs était authentique. La vue s'étendait jusqu'à la montagne Sainte-Victoire. J'étais assise dans un fauteuil en cuir noir moelleux en face de son immense bureau en acajou. Je n'étais pas la même femme que la veille. Le vieux polo de travail avait disparu. Je portais une simple robe fourreau gris foncé que j'avais achetée pour 800 € ce matin-là. Mes cheveux étaient tirés en un chignon strict et sévère. Je me sentais calme. J'ai posé mon téléphone sur son bureau. Le bois était si poli qu'il ressemblait à un miroir noir. Ils ont mordu à l'hameçon, ai-je dit. Ma voix ne résonnait pas. La pièce était conçue pour absorber le son. Maître Durand, impeccable dans un costume 3 pièces anthracite, s'est penché en avant. Il n'a pas souri. Pas encore. Vous en êtes certaine? J'ai appuyé sur lecture sur le mémo vocal. La voix aiguë et blanche de Chloé, pleine d'impatience et de cupidité, a soudainement rempli le bureau luxueux et silencieux. Oui, Manon, c'est exactement ça. Tu signes ce foutu papier. On te donne les 20 000 balles pour la maison. Maintenant signe. On a une réservation pour déjeuner à la Défense. L'enregistrement s'est arrêté. Un sourire lent et satisfait s'est finalement dessiné sur le visage de Maître Durand. Il s'est adossé à son fauteuil. Du grand art, a-t-il dit, sa voix douce comme du velours. C'est une fraude criminelle, une conspiration, une escroquerie par téléphone puisque vous les avez appelés. Oh, c'est magnifique, mademoiselle Leroy. Absolument magnifique. Ils n'ont pas seulement essayé d'acheter ma part pour 20 000, ai-je dit, ma voix froide et égale. Ils m'ont trompé pour que je signe une renonciation à succession pour rien. Et ensuite, ils ont essayé de me faire signer un prêt pour les 20 000 euros. Le sourire de Maître Durand a disparu. Il m'a juste regardé. Ils ont fait quoi? J'ai fait glisser la liasse de papier que j'avais accidentellement emportée du bureau du notaire sur son bureau. Il a mis une paire de lunettes de lecture à monture dorée et a lu les premières pages. Ses yeux se sont écarquillés. Il a même laissé échapper un léger sifflement. Mon Dieu, a-t-il dit. Votre famille est ambitieuse et incroyablement stupide. Ce n'est pas seulement une affaire gagnée d'avance. C'est une exécution publique. Il a joint ses mains. Eh bien, le piège est tendu. Les preuves sont sécurisées. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à envoyer les invitations à la fête. J'ai hoché la tête. J'ai 3 appels à passer d'abord. Il a fait un geste vers le téléphone. Mon bureau est à vous. J'ai pris mon téléphone portable. Mon premier appel était pour la seule personne qui comptait. J'ai composé le numéro. Elle a décroché à la 2e sonnerie.
Madame Janine. Bonjour, c'est moi. Oui, je vais bien. Je vais plus que bien. Je vous le promets. Ma voix s'est adoucie, la glace fondant complètement. J'ai une question étrange pour vous. Cet immeuble où vous vivez, la résidence Les Acacias. Est-ce que vous vous y plaisez? J'ai écouté. J'ai entendu son petit rire confus. M'y plaire, mon enfant. C'est un toit. L'ascenseur est en panne depuis 6 ans, et mes nouveaux voisins mettent cette musique forte. Mais c'est un toit. D'accord, ai-je dit. D'accord. J'ai vu un panneau à louer à la fenêtre de l'appartement à côté du vôtre. Je me disais juste. J'ai fait une pause. Votre bail se termine à la fin du mois, n'est-ce pas? Oui. Ils ont déjà envoyé le renouvellement. Ils veulent augmenter mon loyer de 50 €. Bien, ai-je dit, la coupant, mais gentiment. Ne le signez pas. Quoi que vous fassiez, ne signez pas ce renouvellement. Pouvez-vous me le promettre? Manon, mon enfant, qu'est-ce qui se passe si je ne signe pas? Faites-moi juste confiance, Madame Janine, ai-je dit, ma voix chaude et ferme. J'ai une surprise pour vous. Une bonne. Faites-moi juste confiance encore une semaine. D'accord? Très bien, ma petite. Je te fais confiance. Je vous aime, Madame Janine. Je t'aime aussi, mon enfant. J'ai raccroché. J'ai pris une profonde inspiration. Un de fait. J'ai composé le deuxième numéro. Une ligne directe. Ma voix a changé. La chaleur avait disparu. Elle a été remplacée par un ton purement professionnel et froid. C'était la voix des 45 millions d'euros. Oui. Bonjour. Puis-je parler à Monsieur Lambert, s'il vous plaît? Oui, je patiente. J'ai attendu, mes yeux rencontrant ceux de Maître Durand. Il me regardait avec un nouveau respect profond. Monsieur Lambert. Bonjour. Je m'appelle Manon Leroy. Je suis la directrice de la nouvelle fondation Leroy Dubois. Oui, c'est Leroy Dubois. Nous avons parlé à votre associé la semaine dernière. Merveilleux. J'appelle pour confirmer. Je suis très intéressé par votre fonds pour les jeunes entreprises dirigées par des femmes issues de la diversité. Oui, j'ai examiné le portefeuille. Je suis prête à agir. J'ai fait une pause. J'aimerais ouvrir notre position. Commençons l'investissement initial avec 5 millions d'euros. J'ai entendu une vive inspiration à l'autre bout du fil. Oui. 5 millions. Je demanderai à mon équipe juridique, dirigée par Maître Durand, de vous envoyer les instructions de virement cet après-midi. C'est un plaisir de faire affaire avec vous également. J'ai raccroché. Maître Durand me regardait fixement. 5 millions, a-t-il dit, un lent sourire s'étalant. Vous ne commencez pas petit, n'est-ce pas, mademoiselle Leroy? J'ai regardé par la fenêtre la ville entière qui s'étendait en dessous de moi comme une carte. J'ai été petite toute ma vie, Maître Durand, ai-je dit doucement. C'en est fini. J'ai pris une autre inspiration. Maintenant, le dernier appel. J'ai composé le numéro de ma mère. Mon visage s'est figé en un masque de glace froide et dure. Puis je l'ai laissé s'effriter. J'ai convoqué l'ancienne Manon. La fille faible, stupide, aux yeux larmoyants. Elle a décroché. Manon, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as eu ton argent, n'est-ce pas? Léo a dit que tu avais signé. Ma voix est sortie comme un gémissement désespéré et terrifié. Maman. Maman. Oh mon Dieu, maman. Je crois que j'ai fait une terrible erreur. Quoi? De quoi tu parles? A-t-elle lancé sèchement. Les papiers, ai-je pleuré, laissant un vrai sanglot s'étrangler dans ma gorge. J'ai lu les papiers, maman. Celui à la fin. Il dit que c'est un prêt. Il dit que je dois rembourser Léo avec des intérêts. Je ne garde pas les 20 000 €, maman.
Je crois que. Je crois que Léo et Chloé. Je crois qu'ils m'ont trompé. Il y eut un lourd soupir à l'autre bout. Seigneur, mon enfant, tu es si stupide parfois. S'il te plaît, maman, tu dois m'aider, ai-je gémi. Je n'ai pas d'argent. Et j'ai renoncé à la maison. J'ai appelé un avocat, un type de l'aide juridique, et il a dit. Il a dit que le papier n'est pas valable. Il a dit que c'est une fraude. Quoi? Il a dit quoi? Sa voix était soudainement aiguë, effrayée. On doit arranger ça, maman, ai-je pleuré. S'il te plaît, on doit se voir, nous tous, toi, moi, Léo et Chloé. On doit se voir au bureau de mon avocat pour arranger les choses. S'il te plaît, maman. Manon, tu. Si on ne le fait pas, ai-je dit, jouant ma dernière carte. Si on ne le fait pas, mon avocat dit. Il dit qu'il va porter plainte. Il va porter plainte contre Léo. Et il m'a dit. Il m'a dit de ne pas quitter la maison de mamie Alix. Il a dit que je suis censé emménager aujourd'hui et ne laisser personne la vendre jusqu'à ce qu'on arrange ça. C'était la leçon. Je ne les menaçais pas seulement. Je menaçais leur gain de 700 000 €. J'ai entendu sa voix étouffée crier, « Léo, viens ici. » La petite idiote essaie de tout gâcher. J'ai entendu la voix furieuse de Léo en arrière-plan. Le cri de Chloé. Puis ma mère est revenue. Où a-t-elle craché? Où est cet avocat? Je lui ai donné l'adresse. Le 40e étage, la tour de la Défense. Demain, ai-je murmuré. À 10 heures du matin. Elle m'a raccroché au nez. J'ai posé le téléphone sur le bureau. Ma main ne tremblait pas. J'ai regardé Maître Durand. Ils seront là, ai-je dit. Comment pouvez-vous en être si sûr? A-t-il demandé, rassemblant déjà ses dossiers. J'ai laissé la glace revenir dans ma voix. Parce que je viens de menacer leur argent. Parce qu'ils pensent que je suis stupide. Ils pensent que je suis faible. Et ils pensent que j'ai engagé un avocat commis d'office qu'ils peuvent intimider et sur qui ils peuvent crier. Je me suis levé, lissant ma nouvelle robe. Ils ne viennent pas ici pour négocier, Maître Durand. Ils viennent ici pour me rire au nez une dernière fois. Maître Durand s'est levé aussi. Il a souri. Oh, comme j'aime ce travail, a-t-il dit. Les invitations sont envoyées. La scène est prête. La salle de conférence au 40e étage était silencieuse. Le genre de silence qui coûte très cher. La table était une seule pièce massive d'acajou, polie si sombre et profonde qu'elle reflétait tout le panorama de Paris comme un miroir. J'étais assise d'un côté, ils étaient assis de l'autre. Ils étaient entrés quelques minutes plus tôt, l'air petit et bruyant dans ce décor de verre et de richesse silencieuse. Léo portait son seul costume, une chose en polyester brillant trop serrée aux épaules. Chloé était à côté de lui dans une robe léopard moulante et voyante, totalement inappropriée pour 10 heures du matin. Et ma mère, Monique, était assise raidement dans son tailleur du dimanche, son sac à main serré sur ses genoux comme un bouclier. Ils avaient l'air bon marché. Ils avaient l'air déplacés. Moi, en revanche, je n'étais pas la femme qu'ils avaient vue dans la zone commerciale. Le vieux polo et les yeux larmoyants et terrifiés avaient disparu. Je portais un tailleur sombre taillé sur mesure. Mes cheveux étaient tirés en un chignon sévère et élégant. J'avais l'air d'être à ma place. J'avais l'air d'une PDG. À côté de moi était assis Maître Durand dans son costume 3 pièces impeccable. Il avait l'air de posséder l'immeuble. À côté de lui, ses 2 associés, un homme et une femme, arrangeaient tranquillement des piles de papier soignées. Léo ne me regardait pas. Il était trop occupé à contempler la vue, prétendant ne pas être impressionné. Ma mère étudiait le grain du bois de la table, les lèvres pincées. Mais Chloé, elle ne pouvait jamais résister. Je l'ai vue se pencher près de Léo, sa main en coupe sur sa bouche. Sa voix, cependant, était un murmure aigu et clair qui a traversé la pièce silencieuse. Où est-ce qu'elle a trouvé cet avocat? A-t-elle sifflé, désignant Maître Durand d'un simple mouvement des yeux. Il a l'air cher. Elle est probablement en train de gaspiller son dernier salaire.
Elle m'a regardé, un sourire cruel et satisfait sur le visage. Regarde-la. On dirait qu'elle est sur le point de pleurer. Je n'étais pas sur le point de pleurer. Mes mains étaient jointes, parfaitement immobiles, sur le bois sombre et frais devant moi. Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré. Ma mère détestait le silence qu'elle ne contrôlait pas. Elle a poussé un long soupir impatient. Le soupir d'une mère sur le point de gronder un enfant difficile. Elle a frappé la table avec ses doigts. Un coup sec et impatient, thump thump thump, qui semblait obscène dans la pièce silencieuse. Manon, a-t-elle lancé sèchement. Sa voix était forte, exigeante. Je ne sais pas à quel jeu puéril tu penses jouer, à nous traîner jusqu'ici dans ce bureau ridicule. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Elle a pointé un doigt vers moi. Ton petit avocat de l'aide juridique a appelé. Nous sommes là. Nous réglons tes problèmes. Maintenant, vas-tu signer les vrais papiers, ou vas-tu continuer à te ridiculiser? Je suis resté parfaitement immobile. J'ai laissé les mots de ma mère flotter dans l'air cher et silencieux. Signer les vrais papiers. Maître Durand s'est penché en avant, joignant ses mains sur l'acajou poli. Sa voix était calme, douce, et a tranché la tension comme une lame. Bonjour à tous, a-t-il dit, sa voix remplissant la pièce. Nous sommes ici, comme vous le savez, pour discuter de la succession de feu Madame Alix Dubois. Léo a laissé échapper ce rire bref, ce son arrogant et dédaigneux. Discuter? Il n'y a rien à discuter, maître. Il a fouillé dans sa veste de costume brillante et a sorti la liasse de papier froissé que j'avais signée dans la zone commerciale. Il l'a jetée au centre de l'immense table. Elle a glissé sur le bois poli et s'est arrêtée, un objet triste et bon marché dans ce temple de la richesse. C'est déjà réglé, a dit Léo en se penchant en arrière dans son fauteuil, croisant les bras. Il essayait de jouer au patron. Manon a accepté. Elle a signé. Elle renonce à son héritage. C'est fait. Maître Durand a regardé la liasse de papier. Il ne l'a pas touchée. Il ne s'est même pas penché pour la lire. Il l'a juste regardée. Puis il a levé les yeux, son regard se fixant sur Léo. Ce contrat, a-t-il dit, sa voix plate et froide, est invalide. Il a été obtenu sous de fausses déclarations frauduleuses. Le changement dans la pièce était électrique. Le sourire narquois de Léo a disparu. Ma mère s'est redressée d'un coup. Chloé. Chloé a explosé. Elle s'est levée d'un bond de sa chaise, ses mains claquant sur la table. Quoi? A-t-elle hurlé, sa voix rebondissant sur les murs de verre. Fraude? C'est elle qui ment. Cette petite. Elle nous a suppliés. Elle pleurait. Elle allait se faire mettre à la rue. Elle avait besoin de ses 20 000 euros. Elle a accepté. Maître Durand a levé une seule main calme. Elle a accepté quoi exactement, Madame Chloé? De signer, a balbutié Chloé en désignant les papiers. De nous donner sa part de la maison pour l'argent. Elle a accepté. Vraiment? A dit Maître Durand. Ce n'était pas une question. Il a tendu la main vers un petit haut-parleur noir au centre de la table, un appareil que ma famille n'avait même pas remarqué. Il a appuyé sur un seul bouton lumineux, et la propre voix de Chloé, aiguë et cupide, a rempli la salle de conférence à 10 000 euros de l'heure. Oui, Manon, c'est exactement ça. Tu signes ce foutu papier. On te donne les 20 000 balles pour la maison. Maintenant signe. On a une réservation pour déjeuner à la Défense. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence qui a suivi était absolu. Assourdissant. Le visage de Léo est devenu complètement blanc. Le sang s'en est retiré. On aurait dit qu'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. La bouche de Chloé était ouverte, sa mâchoire pendante. Elle avait l'air vraiment, sincèrement stupide. Ma mère, Monique, a juste fixé le petit haut-parleur noir. Ses mains tremblaient. Elle a tourné la tête, d'un mouvement lent et robotique, jusqu'à ce que ses yeux se fixent sur son fils. Léo, a-t-elle murmuré, sa voix un son sec et rauque. Léo, qu'est-ce que tu as fait? Léo essayait de parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait. C'était. Maman,
je voulais juste. J'ai enfin parlé. C'était la première fois qu'ils entendaient ma voix ce matin-là. Ce n'était pas la voix de la fille en pleurs dans la zone commerciale. C'était la voix de la femme avec 45 millions d'euros. C'était froid. C'était clair. Et ça les a coupés en morceaux. Il a juste, ai-je dit, mes mots tombant comme des pierres dans le silence, essayé de voler mon tiers d'une propriété de 700 000 euros. J'ai regardé Chloé. Et c'est 20 000 euros. Le prêt. Je ne les ai même jamais reçus. Léo a tressailli. Chloé, cependant, a retrouvé sa voix. La panique et la cupidité se livraient bataille sur son visage, et la cupidité a gagné. Et alors? A-t-elle crié, sa voix se brisant. Et alors? Tu as quand même signé. Tu n'as pas un sou. Tu es fauché. Tu vis dans ta voiture. Tu as besoin de nous. Tu as besoin de cet argent. Tu seras toujours sans abri sans nous. Elle haletait, le visage rouge, la poitrine soulevée. Elle essayait toujours de m'intimider, toujours d'essayer de gagner. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir moelleux et cher. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je me suis permis de sourire, un sourire lent, froid et apitoyé. C'est la partie la plus drôle, Chloé, ai-je dit, ma voix calme, conversationnelle. C'est la partie que tu ne comprends tout simplement pas. Je l'ai regardé, puis Léo, puis ma mère. Je n'ai pas besoin de 2000 euros. J'ai laissé ces mots en suspens. Puis j'ai fait un signe de tête à Maître Durand. Il a sorti une seule feuille de papier de son porte-documents en cuir noir impeccable. Il l'a fait glisser d'un mouvement lisse et expert sur la table sombre et polie. Elle a glissé sur le bois et s'est arrêtée juste devant ma mère. Ma mère, Monique, a froncé les sourcils. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti ses lunettes de lecture, du genre bon marché de supermarché. Elle les a mises, ses mains tremblant si fort qu'il lui a fallu 2 essais. Elle s'est penchée. Elle a fixé le papier. Quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle murmuré. Ça, a dit Maître Durand, sa voix un ronronnement poli et mortel, est un relevé bancaire certifié du compte privé de Mademoiselle Leroy. À 9 heures ce matin. Monique a plissé les yeux. Elle a commencé à lire le nombre. Ses lèvres bougeaient, formant les mots en silence. Puis elle les a murmurés à voix haute. Quoi? 40. 45 millions. Sa tête s'est relevée brusquement. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient grands, incompréhensifs. 400 000 euros. Elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait plus respirer. Elle a poussé un son. Un petit son haletant, comme un poisson sorti de l'eau. Sa main est allée à sa poitrine et elle est retombée dans son fauteuil, son corps entier semblant rétrécir. Léo a juste regardé, figé. Chloé. Chloé a arraché le papier de la table. Elle l'a tenu devant son visage, ses yeux le parcourant follement. Non, a-t-elle hurlé. Non, c'est. C'est faux. C'est. Où as-tu eu ça? Tu as braqué une banque? Je l'ai juste regardé. Toute la peur avait disparu. Toute la douleur. Toutes les années à être petite. C'était fini. Euromillions, ai-je dit, ma voix claire et calme. Le jackpot de 88 millions d'euros. Il y a 3 semaines. Silence de mort. Le seul son était le faible halètement, halètement de ma mère essayant de respirer. Léo et Chloé ont juste regardé, mais c'était un nouveau regard. La confusion avait disparu. Elle a été remplacée par autre chose. Une horreur naissante et écœurante. Ils ont compris. Ils ont enfin compris. Le test des 2000 euros. Le désespoir, les pleurs, la fille stupide qui ne pouvait pas lire le contrat. C'était tout un piège. Et ils y étaient tombés droit dedans, la bouche grande ouverte, dégoulinant de cupidité. Léo a été le premier à craquer. Il a essayé de rire. C'était un son horrible, humide, étranglé. Ah. Manon. Petite sœur. Il a bégayé, essayant de se lever, essayant de sourire. Petite sœur, c'est incroyable.
On te testait juste. Ouais, c'était. C'était notre test, pour voir si tu étais toujours toi. On plaisantait juste. Oh mon Dieu, félicitations. Il transpirait, les yeux écarquillés de pure panique animale. Je me suis levé. Ma chaise n'a fait aucun bruit sur le tapis épais. J'ai baissé les yeux sur mon frère. Ma mère. Ma belle-sœur. Les gens qui m'avaient laissé saigner. Non, Léo, ai-je dit. C'est moi qui vous testais. J'ai regardé Maître Durand. Il s'est levé aussi. Tout à fait professionnel. Comme je l'ai dit, a-t-il commencé. Ce contrat est nul. Il a été obtenu par une conspiration en vue de commettre une fraude, une escroquerie par téléphone et, franchement, un comportement prédateur stupéfiant. Compte tenu de l'enregistrement audio et des documents, Mademoiselle Leroy a deux options. Il a regardé Léo et Chloé. Sa voix était comme le marteau d'un juge. Option 1, poursuite pénale. Nous transmettons ce dossier, l'enregistrement, le contrat frauduleux, l'accord de prêt, au bureau du procureur. Compte tenu des preuves, je suis certain que vous deux, Monsieur Dubois et Madame Chloé, ferez face à une peine de prison fédérale significative. Chloé a pris une teinte de gris que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'est agrippée à la table pour ne pas tomber. Ma mère a juste gémi, non, non, non. J'ai regardé ma mère, la femme qui m'avait dit de gérer mes affaires, la femme qui m'avait dit que j'étais dramatique. Je l'ai regardée et je n'ai rien ressenti, juste du froid. Option 2, ai-je dit, ma voix coupant ses gémissements. Une solution civile. J'ai regardé mon frère. Je ne vais pas envoyer mon seul frère en prison. Léo a poussé un énorme soupir tremblant. Le soulagement était si total qu'il a failli s'effondrer. Oh Dieu! Manon. Petite sœur. Merci. Merci. Ai-je dit, le coupant. Nous prendrons vos 2/3 de la maison de Mamie Alix. Le soulagement sur leur visage a disparu. Quoi? Ont crié Léo et ma mère à l'unisson. Une solution civile, a dit Maître Durand, sa voix douce. Il appréciait cela. Pour éviter des poursuites pénales, Monsieur Léo Dubois et Madame Monique Bernard accepteront de vendre leur part respective d'1/3 de la propriété de Bordeaux à ma cliente, Mademoiselle Manon Leroy. Il a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Pour la somme totale de 20 000 €. Il a fait glisser 2 nouveaux contrats, parfaitement rédigés, sur la table. Exactement le prix que vous deux aviez décidé que ça part valait. Léo a juste regardé, la bouche ouverte. Mais Chloé. Chloé a retrouvé sa voix. C'était un cri brut, primal, de pure rage sans mélange. Non. A-t-elle hurlé en me montrant du doigt. Non, tu ne peux pas. C'est du vol. C'est notre maison. Cette maison vaut 700 000 €. Toi. Maître Durand n'a même pas sourcillé. Il a juste regardé sa montre. Une montre en or, chère. Elle vaut, a-t-il dit, sa voix froide comme la glace. Exactement 20 000 €. Ou elle vaut 5 à 10 ans dans une maison d'arrêt. Il les a regardés tous les trois. Vous avez 60 secondes. Choisissez. Les mains de ma mère tremblaient si fort qu'elle ne pouvait pas tenir le stylo. Léo a dû saisir son poignet et forcer physiquement sa main à signer le papier. Son propre visage était un masque de cendres grises et de sueur. Chloé était juste anéantie. Elle était debout contre le mur de verre, me regardant. La bouche ouverte. Des larmes silencieuses de pur sang mélange coulant sur son visage. L'associé de Maître Durand, une femme vive dans un tailleur gris, a poussé un unique chèque de banque sur la table. C'est pour vous, a-t-elle dit, sa voix neutre. C'était un chèque de 20 000 €. Léo l'a attrapé, ses mains le saisissant comme un animal affamé. Nos affaires sont terminées, a dit Maître Durand en se levant. Il a fait un geste vers la porte où un agent de sécurité silencieux était soudainement apparu. C'est alors que le silence de Chloé s'est rompu. Espèce de monstre. A-t-elle hurlé, sa voix se brisant, résonnant dans le bureau. Tu es un monstre. Tu nous as piégés.
Tu nous as fait ça. Tu n'es pas de la famille. Tu n'es rien. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu es heureuse seule avec tout ton argent dégoûtant. Elle sanglotait maintenant, de gros sanglots laids et haletants, tandis que Léo, vaincu, attrapait son bras et la traînait hors de la pièce. Ma mère ne m'a pas regardé. Elle ne pouvait pas. Elle est juste sortie en traînant les pieds derrière eux, une vieille femme brisée. La porte s'est refermée avec un clic et le silence était paisible. Quelques semaines plus tard, j'étais dans une rue calme et familière d'un quartier populaire de Marseille. Madame Janine se tenait devant la résidence Les Acacias, son vieil immeuble délabré. Elle regardait un tout nouveau panneau, vendu, rouge vif accroché à la grille d'entrée. « Je ne comprends tout simplement pas, mon enfant, disait-elle, le front plissé d'inquiétude. Les nouveaux propriétaires, ils ont dit à tout le monde de vider les lieux en 30 jours. Je ne sais pas où je vais aller. Je n'ai rien dit. J'ai juste fouillé dans ma poche. J'ai sorti une seule clé neuve et brillante. Elle était attachée à un lourd porte-clés en laiton. J'ai une idée, ai-je dit, ma voix douce. J'ai tendu la clé. Elle l'a regardée, confuse. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé de votre nouvel appartement, ai-je dit. Vous n'avez plus à vous soucier du loyer, Madame Janine. Ni d'un nouveau bail, ni de voisins bruyants. Ses yeux se sont écarquillés. Manon, mon enfant, qu'est-ce que tu as fait? J'ai acheté l'immeuble, ai-je dit. En entier. Et je me demandais si vous accepteriez d'être la nouvelle gérante. Vous pouvez fixer votre propre salaire. Elle m'a juste regardé, les mains couvrant sa bouche. Oh, ai-je ajouté en tapotant la clé. Celle-ci? C'est pour l'appartement du dernier étage, le grand avec le balcon. Il est à vous. Gratuitement, pour le reste de votre vie. Elle n'a rien dit. Elle est juste tombée dans mes bras, tout comme j'étais tombé dans les siens, et nous sommes restés sur ce trottoir, nous tenant l'une l'autre, et nous avons toutes les deux pleuré. Mais cette fois, c'étaient les bonnes larmes. Mon dernier arrêt fut la maison de mamie Alix. Elle ne pourrissait plus. Elle était vivante. Une équipe était là, installant de nouvelles fenêtres lumineuses. Le porche, qui s'affaissait, était maintenant solide et droit. J'ai monté la nouvelle allée en tenant une plaque que j'avais fait faire sur mesure. Je l'ai plantée dans la terre fraîche du jardin de devant. On pouvait y lire « La maison mamie Alix et Janine ». Ce n'était pas une maison à vendre. C'était un foyer d'accueil, un centre de formation, un endroit où les jeunes femmes en difficulté pouvaient venir apprendre l'autonomie financière et juridique, un endroit où elles pourraient apprendre à être des diamants, pas des paillettes. Alors que je reculais pour admirer la plaque, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de ma mère. Il disait « Tu seras seul. Tout cet argent et tu n'as pas de famille. » J'ai regardé le SMS. J'ai pensé au mensonge, au test, à la haine. Puis j'ai pensé à Madame Janine, là-haut dans son nouvel appartement de luxe. J'ai pensé au fonds de 5 millions d'euros pour les femmes entrepreneurs. J'ai pensé aux jeunes femmes qui rempliraient bientôt cette maison. J'ai regardé les mots de ma mère. Tu n'as pas de famille. J'ai souri, un vrai sourire sincère. J'ai supprimé le message. Je me suis retourné et je suis entré dans ma nouvelle maison, belle et solide, où Madame Janine et le premier groupe de jeunes femmes attendaient à l'intérieur pour m'aider à choisir la peinture. Elles avaient échoué au test, et j'avais utilisé l'argent pour construire une vraie famille. Cette histoire révèle une vérité puissante. La famille n'est pas définie par le sang, mais par la loyauté et les actes. La trahison, bien que douloureuse, est un professeur sévère qui apporte une clarté parfaite, nous montrant qui sont vraiment les gens, pas seulement qui nous voudrions qu'ils soient. Elle nous apprend que notre propre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas. La vraie force se trouve en redirigeant notre énergie, non pas pour chercher l'approbation de ceux qui ne la méritent pas, mais en investissant dans ceux qui prouvent leur amour par leurs actions. Parfois, il faut construire la famille que l'on mérite. Avez-vous déjà été sous-estimé par votre propre famille? Dites-nous dans les commentaires comment vous leur avez prouvé le contraire.